Il maîtrise la joute oratoire et l'art de persuader. Alexandre Dubé. Alors qu'on est toujours sous la menace de nouveaux tarifs de la part du président américain, la première ministre Christine Fréchette a agi. Elle a convoqué 2 cellules de crise pour évaluer toutes les répercussions potentielles sur l'économie québécoise. Puis c'est séparé. D'une part, jeudi, tu as le Conseil du patronat, l'aluminium, la foresterie, l'industrie minière, l'acier, puis le lendemain, c'est tout le secteur agricole. Ayons en tête, bien sûr, la gestion de l'offre. Rodolphe Osny est analyste politique. Salut, Rodolphe. Bonjour, Alexandre. Bon, qu'est-ce que tu penses de ce geste-là de la première ministre? Ben écoutez, je pense que c'est intéressant parce que faut pas oublier que la première ministre, comme tous les premiers ministres des provinces, vont aussi devoir prendre position sur ce qui est en train d'être négocié, quel genre de compromis ou de concessions le Canada et les États-Unis vont arriver parce que on parle de gestion de l'offre. On parle aussi, bien évidemment, de secteurs qui sont très importants pour l'économie québécoise. L'aluminium pour le Québec, l'Ontario, ce sera plus du côté de l'acier et de l'automobile. Donc, elle doit aussi consulter, s'assurer que les associations, les travailleurs, les entreprises y voient du bien parce que s'il n'y a pas seulement la décision de remettre de l'alcool ou pas d'alcool sur les tablettes de la SAQ, il y aura aussi possiblement des éléments concernant les tarifs ou une certaine quantité d'exportation. Donc, je pense que c'est sage pour la première ministre de rencontrer et de convoquer comme ça ces associations. Mais encore une fois, Alexandre, on va voir qu'est-ce qu'on va atterrir en termes de négociations. Et si oui, est-ce que cet échéancier du 19 va être respecté ou est-ce que parce que les négociations continuent, est-ce qu'on va repousser aussi l'imposition de ces tarifs? Moi, je pense que tous les scénarios actuellement sont sur la table. Oui, c'est pas impossible, aussi dans mon esprit, Rodolphe, qu'on soit face à une espèce de taco Trump, qu'on ait un sursis, que face à l'avancement des négociations, on se donne un petit peu plus de marge de manœuvre. Mais moi, la question qui m'habite encore ce matin, Rodolphe, c'est est-ce qu'encore une fois, c'est le Québec qui va être sacrifié? Que ce soit par l'aluminium, que ce soit par la foresterie, que ce soit par la gestion de l'offre, on a déjà été sacrifié avec la taxe sur les géants du numérique pour la culture québécoise. Ils se sont pas gênés pour sacrifier le Québec, là. Oui, surtout que l'Ontario, on sait qu'ils viennent de recevoir une annonce cette semaine que l'acier va recevoir jusqu'à 100 millions de dollars pour transporter à l'intérieur du Canada de l'acier. On sait que l'acier vient principalement de l'Ontario. Donc, on voit que peut-être que le gouvernement fédéral a déjà commencé un tout petit peu à envoyer des signaux à certains secteurs en disant, bon, ben, peut-être que le deal sera pas aussi bon, mais on est déjà intervenu. Selon les rumeurs, il y en a qui disent que peut-être que les tarifs de l'aluminium seront abaissés plus que ceux de l'acier. Est-ce que ça pourrait être vu comme une victoire pour le Québec? Et Alexandre aussi, ce qui est important et intéressant à analyser, c'est qu'on est presque en campagne électorale, mais on va dire que pour les 2 prochains jours, la première ministre va aussi remettre ses habits, non pas de candidate, mais de première ministre. Donc, ça lui permet aussi de se différencier par rapport à ses adversaires en disant, regardez, moi, je suis en train de revenir première ministre pour s'assurer que les intérêts du Québec sont défendus. Bon, toujours dans les relations canado-américaines, il y a une pétition pour déclarer l'ambassadeur américain persona non grata. Ça va bien. Ouais, je pense pas que c'est l'idée du siècle, mais plus d'une dizaine de milliers, je pense que c'est 30 000 noms. Il faut savoir, Alexandre, qu'on peut comme ça soumettre des pétitions au Parlement canadien. Il faut juste qu'elles soient parrainées ou qu'un député accepte de les déposer en leur nom. Ça veut pas dire que obligatoirement le député est d'accord avec cette pétition. Dans ce cas-ci, c'est Elisabeth May. Est-ce que vraiment ça nous aide dans ces négociations d'avoir cette pétition puis de réclamer comme ça le départ de l'ambassadeur américain? Bien évidemment, ma réponse est non. Ouais. À Ottawa, il y a un député qui refuse, en ce qui concerne l'augmentation, que ce soit relié à l'inflation. C'est quoi cette histoire-là? On se souvient au Québec ce fameux débat qu'il y avait eu parce que M. Legault avait augmenté le salaire des députés de 100 à 130 000 $ parce que dans le passé, le salaire des députés à Québec n'avait pas été indexé. On a vu plusieurs chefs de parti, plusieurs députés qui chaque année au Québec font une donation parce qu'ils n'étaient pas
d'accord avec cette augmentation de salaire. Ben, le débat est aussi à Ottawa, mais c'est seulement un député du Nouveau-Brunswick, qui est contre l'indexation de salaire de députés. Cette année, c'est à peu près 8 000 $ que les députés fédéraux vont avoir une augmentation de salaire. Ça se situe à peu près dans 210 000 $. Ben, lui, il est allé même jusqu'en cours pour essayer de dire, je ne veux pas avoir cette augmentation de salaire qui est indexée à l'inflation. Il n'a pas gagné. Il va aussi, lui aussi, faire une donation. Mais disons que c'est intéressant de voir un député qui allait jusqu'en cours pour refuser son augmentation de salaire au niveau fédéral. Bon, on va revenir au provincial. On avait parlé du retour en politique de Elsie Lefebvre, hein, notre collègue. Ben là, on connaît la circonscription là, qui est visée. Là. Ce sera dans Berthier. Oui, aujourd'hui, normalement, une annonce concernant la candidature de l'ancienne analyste chroniqueuse politique Elsie Lefebvre qui va se présenter dans la circonscription de la ministre sortante Caroline Proulx dans Berthier, dans Lanaudière. Donc, ce qui est intéressant pour le Parti québécois, c'est que pour Elsie Lefebvre, c'est un retour car elle a déjà été députée du Parti québécois, elle a déjà aussi été conseillère municipale à Montréal. Donc, ça permet aussi à Paul Saint-Pierre Plamondon d'agrandir son bassin de candidats, mais de candidats ayant été député. On sait que, par exemple, le Parti québécois a aussi réussi à reprendre M. Alain Terrien, qui avait été député, qui a été député du Bloc québécois, lui aussi analyste politique et qui revient maintenant pour le Parti québécois. C'est une deuxième candidature, en tout cas, pour le Parti québécois, d'avoir des députés qui reviennent. Et l'avantage, c'est que, bien évidemment, ils ont de l'expérience. C'est un comté qui, selon l'agrégateur de sondage, est un comté pivot où le PQ peut aussi l'emporter. C'est vrai. Et justement, alors, il y aurait potentiel de gain, hein, étant donné que c'est un comté qui appartenait à la CAQ. Elsie dit, bon, j'ai des racines familiales dans cette région-là. Sa grand-mère maternelle était là. Ce sera quand même intéressant de voir comment sa candidature sera reçue dans ce comté lorsqu'on n'habite pas le comté, mais ça reste que, je veux dire, une candidature de qualité, là, Elsie Lefebvre. Ce sera intéressant aussi de... J'ai hâte de l'entendre. Là. Quelles sont les raisons qui motivent ce retour en politique-là? On ne l'a toujours pas entendu. On a beaucoup parlé d'elle dans les derniers jours. Les oreilles ont dû y sciller sur un moyen temps pendant qu'elle était en vacances, mais là, ce serait intéressant de l'entendre. Le fameux dossier du troisième lien. Rodolphe, je ne peux pas croire qu'on fait encore une élection là-dessus dans la région de Québec, mais bon. Ça se bouscule aux portes pour réaliser le projet, finalement. Il y a beaucoup d'organisations qui ont levé la main. Ben, je pense que c'est une annonce que Mme Fréchette, c'est une fois, elle va en parler en disant, regardez, il y a 21 entreprises qui ont signifié leur intérêt. Mais bon, on se revoit en 2027-2028 parce que ces entreprises doivent être qualifiées. On ne sait toujours pas, bien évidemment, combien ça coûte et tous les détails, mais j'ai quand même l'impression que pour la CAQ, ben, ils peuvent dire, regardez, on a maintenant une ligne de communication en disant qu'il y a un intérêt d'entreprise privée pour ce fameux troisième lien. Mais honnêtement, je suis à peu près au même endroit que toi, Alexandre. Je suis très sceptique sur le troisième lien et oui, je n'arrive pas encore à comprendre que pour une quatrième, je pense, élection, on va encore parler du troisième lien à Québec. Non, tu sais, il y a une éclipse là, aujourd'hui. Là, j'espère qu'on n'aura pas là, d'éclipse médiatique dans la région de Québec. Là. Moi, pour me rendre dans la région de Québec à chaque fin de semaine, là, il y a plusieurs autres enjeux d'importance dans la région de Québec, autres que l'éternel troisième lien. Je ne sais même pas si on va voir ça de notre vivant, Rodolphe. Tellement que ça taponne, tellement qu'on recule, puis on a tellement perdu un temps fou à pas savoir ce qu'on voulait dans ce dossier-là, ça me dépasse. Oui, et la crédibilité de la CAQ, on a pris tout d'un coup, on se souvient de tous les changements, on écoute les données, on n'écoute pas les données, les renversements, ça a coûté aussi la réputation de Joseph Guilbeault. Donc pour la CAQ... Drainville qui braillait. Drainville qui braillait, etc. Lâchez-moi avec les GES. On va voir si cette campagne va nous réserver des surprises concernant le troisième lien. Salut Rodolphe!